Militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire, camarades enseignants, camarades parents d'élèves, camarades d'élèves, nous voici encore une fois à la rentrée scolaire, plus exactement en période de rentrée scolaire, tant il est vrai que les problèmes posés ne sont jamais des problèmes d'un jour, ni même de quelques semaines. De nombreuses difficultés nous assaillent aujourd'hui encore, difficultés matérielles et morales qui ont abusé d'une certaine démission des uns et des autres pour s'imposer en phénomène cyclique. Une chose est au moins sûre, la rentrée scolaire ne laisse personne indifférent au Burkina Faso. Même si les intérêts qu'elle charrie ou engage sont forcément divergents, parfois même antagoniques. Il y a les intérêts du commerçant de fournitures scolaires ou du commerçant promoteur ou du fondateur d'école. Il y a les intérêts des parents d'élèves, hélas, encore formulés au niveau individuel et isolé. Et bien sûr, il y a l'intérêt de l'État, gestionnaire de la société globale. Cependant, c'est qu'au-delà de cette diversité et de cette concurrence apparente, la rentrée scolaire, par son objet, masque des enjeux autrement plus importants. Peut-on en effet parler de rentrée scolaire sans poser la question de savoir qui rentre, où il rentre et pourquoi il rentre, et qui en sortira? Les réponses à ces questions sont simples, du moins directes, et nous ramènent au problème fondamental de l'éducation en général et de l'enseignement en particulier dans notre pays. Nous suivrons la démarche suivante pour parler de cette si importante question de la qualité de l'enseignement. Nous verrons tour à tour, premièrement, quelle est la situation qualitative de notre enseignement. Deuxièmement, quelles sont les causes de la baisse de la qualité de l'enseignement. Troisièmement, quels sont nos devoirs de responsabilité pour plus de qualité dans l'enseignement. Quatrièmement, enfin, enseignement de qualité, nécessité vitale de la révolution démocratique et populaire. Premièrement donc, quelle est la situation qualitative de notre enseignement? Je ne reviendrai pas sur les rapports dialectiques entre l'école et la société que j'avais rappelés lorsque j'introduisais le débat national et populaire sur le document relatif au projet de réforme scolaire. Le lieu géométrique, le centre commun des préoccupations de l'État et les parents est ou devrait être l'enfant. Chacun d'entre nous ayant vérifié ou pouvant comprendre cette vérité historique selon laquelle l'enfant est le père de l'homme, c'est-à-dire l'avenir de la société. Je sais que vous avez compris pourquoi le Conseil national de la Révolution, qui lutte pour construire l'avenir, qui se bat pour l'avènement d'une société nouvelle burkinabé, s'occupe et se préoccupe de l'enfant. Il ne me paraît pas utile de dresser une liste exhaustive de toutes les mesures stratégiques et tactiques prises depuis le 4 août 1983 pour permettre à nos continuateurs, je vais parler des enfants, d'accomplir leur rôle historique. Le thème du 3e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire, l'enfant et le plan quinquennal, a situé éloquemment le contenu de la portée du choix du Conseil national de la Révolution en la matière. Dans l'immédiat, et ce malgré les efforts déployés ça et là, force est de constater, de reconnaître qu'il reste beaucoup, sinon tout à faire, tant sur le nombre des enfants à éduquer que sur le contenu de cette éducation. Aujourd'hui, chacun d'entre nous se félicite ou se réjouit, et je vous comprends, du plafonnement des frais de scolarité. Certains manifestent leur satisfaction légitime pour l'accroissement visible du taux de scolarisation, fruit de la prise de conscience et de la mobilisation populaire. Par contre, chaque parent, chaque responsable s'inquiète de la détérioration tendancielle et continuelle de la qualité de l'enseignement, tel que le révèle le faible niveau des élèves ces dernières années. Il s'agit là d'une situation extrêmement grave qui préoccupe au plus haut point notre direction politique et qui doit préoccuper tout militant de la révolution démocratique et populaire.
Comment ne pas comprendre que toute indifférence ou complaisance vis-à-vis de ce problème est un crime collectif, les enfants étant notre propre avenir? Comment ne pas comprendre que sans un sursaut de rectification, nous courons à notre ruine, car si l'école ne produit pas la vraie société burkinabé, elle produira alors la société des hommes non dignes, non intègres. Face à cette dégradation continue et dangereuse de notre enseignement, dans son aspect le plus significatif, il faut qu'en révolutionnaire conséquent, nous situions les responsabilités et assumions pleinement les nôtres. Pour cela, il nous faut procéder à un diagnostic profond et précis de la situation de l'enseignement actuel afin de nous donner les chances de lui trouver une thérapeutique appropriée. Quel constat peut-on alors faire de notre système éducatif? Je sais que chacun d'entre nous l'a déjà établi. Du reste, les conclusions de la première conférence des comités de défense de la Révolution et le large débat national ont montré le désir unanime de changer d'école et de système éducatif. Cette position est politiquement juste et économiquement rationnelle, car il n'y a dans la situation actuelle aucun motif de fierté. Au niveau de l'État, les charges en termes financiers sont très lourdes et les résultats en termes d'efficacité et d'efficience dérisoires. Aussi, pendant ces 3 dernières années, en moyenne, 17 à 20% du budget de l'État ont été alloués à l'enseignement au seul titre des salaires versés aux enseignants, soit plus de 10 milliards de nos francs. Or, nous savons tous que cette charge, aussi importante qu'elle puisse paraître, ne représente qu'un aspect du problème, car elle ne prend pas en compte les dépenses multiformes des parents, au moins égales à celles de l'État. C'est donc dire que nous avons dépensé pendant la période considérée plus de 20 milliards de francs pour l'éducation de nos enfants. Posons-nous maintenant la question de savoir quels résultats nous ont rapporté de si lourds investissements. À ce niveau, point n'est besoin d'être un expert pour reconnaître le taux élevé de déperdition d'une classe à une autre et surtout pour fustiger et répudier la mauvaise qualité des rares produits finis ou semi-finis de notre école. Par exemple, nous observons avec beaucoup d'amertume aujourd'hui qu'un élève qui termine le cours moyen sait à peine lire et comprendre un texte. Il est même établi que si cet élève, en fin de cours moyen, quitte l'école pendant 2 ou 3 années, il redevient un analphabète complet. Alors que théoriquement, tout élève qui a fréquenté l'école jusqu'au cours élémentaire est censé être définitivement alphabétisé. Sur la base de cette constatation, si nous comparons les 2 termes aux pôles contradictoires de notre action actuelle en matière d'éducation, accroissement continu des dépenses d'une part et d'autre part, baisse vertigineuse du niveau des élèves, nous ne pouvons alors éviter de nous demander si nous ne sommes pas en train de financer l'analphabétisme en croyant de bonne foi le combattre. Mais ce faible niveau des élèves, aussi injuste et inexpliqué qu'il est, ne caractérise pas toute la carence du système éducatif incriminé qui fait peu cas du minimum de civisme à même d'intégrer socialement l'enfant. Voilà pourquoi ils sont nombreux ceux qui attribuent les déviances sociales observées chez les enfants à cette école exogène et inadaptée. Impolitesse, désobéissance et indiscipline, grossièreté et malpropreté, malhonnêteté et délinquance. Quelles sont les causes de la baisse de la qualité de l'enseignement? De nombreuses et ténébreuses raisons sont évoquées pour justifier cet état de fait. Pêle-mêle, l'on cite la présence massive d'éléments non qualifiés, à défaut de pouvoir dire non désirés, dans l'enseignement. Et aussitôt, à renserrer, l'anathème est jeté sur les enseignants révolutionnaires et une apologie romantique à l'adresse des instituteurs de William Ponty. Le surnombre des élèves dans les salles de classe était une excuse toute faite. L'absence ou l'anachronisme des méthodes étant un argument absolutoire, bien d'autres raisons sont décrites dans des épanchements de cœur, les uns plus pathétiques que les autres.
Mais toutes ces raisons se ramènent à trois causes. Trois causes qui sont, primo, la non-définition d'une méthode correcte, ce qui dans notre cas signifie la réforme de l'école. Secondo, le manque de moyens importants, c'est-à-dire des enseignants, des infrastructures et un environnement idoine. Tertio, l'absence de conscience responsable chez tous les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les parents d'élèves, les enseignants et les élèves. J'ai choisi de limiter mon propos à cette dernière cause, à savoir la conscience des hommes. L'homme est la machine la plus complexe, la plus performante du monde, qui dispose d'un centre pluridimensionnel et autonome et personnel de commandement, de conception, de stimulation et de régulation qui s'appelle la conscience. L'homme, c'est aussi le génie le plus apte à l'organisation. C'est pourquoi, malgré des moyens pédagogiques insignifiants et une définition achevée de type d'école, la qualité des hommes, conséquence de leur degré de conscience, peut être un palliatif autorisant des résultats fort brillants. À l'inverse, l'abondance des moyens et l'affinement de la théorie éducative, sans cependant des hommes consciencieux, ne sont que ruines de la société. Je ne vous parlerai donc que de l'homme, c'est-à-dire de chacun de nous. Dans d'autres circonstances, j'évoquerai et développerai les questions relatives à la nécessité de la réforme scolaire et des moyens complémentaires à engager pour notre école. À cette occasion, également, nous verrons que l'homme sera la clé universelle à nos interrogations. Parce que les moyens dépendent des hommes et la réforme, si nécessaire, ne sera que l'œuvre des hommes. Mais le chemin de l'école nouvelle passe par la transformation de nos mentalités et de nos comportements, ce qui exige de nous une véritable croisade contre la démission collective qu'a été notre ponce-pilatisme lorsqu'il s'est agi de réfléchir et de proposer une réforme de notre école après avoir décrié la présente. Camarades, un mal ravage notre jeunesse scolarisée et un grand malheur s'abattra sur notre peuple et si nous n'engageons le juste combat pour conjurer ce sort que ne mérite pas notre évolution. Adopter une attitude d'indifférence serait œuvrer, et ce de façon active, au sabotage de l'avenir, à l'assassinat, à l'holocauste même de nos enfants sans défense. Face à notre culpabilité silencieuse, leur innocence clamera demain notre oppression. Nos penchants égoïstes étoufferont en eux tout germe de solidarité. Ainsi donc, même l'enfant dont les résultats sommaires, scolaires, permettent de dire aujourd'hui qu'il est sur la voie du succès, sera broyé par la vie de demain. Parce que nous n'aurons pas su créer, préserver et développer aujourd'hui les règles d'une société saine et solidaire pour les générations à venir. Pour obtenir la qualité de l'enseignement, il faut que les protagonistes jouent correctement leur rôle. Je vais parler du devoir des enseignants, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Que peut-on dire des mauvais enseignants? Il a observé que dans toute sa pyramide, l'enseignement renferme de nombreux phénomènes qui prennent leur propre éducation coloniale ou néocoloniale comme une fin en soi et montrent de ce fait une incapacité révoltante à adapter l'appris et l'acquis au vécu. Ces mêmes phénomènes manifestent une absence d'intérêt pour leur métier, ce qui se traduit dans ce domaine comme un manque total d'amour pour l'enfant à former. Il est vrai que de nombreux enseignants ne voient pas l'enfant à l'école, mais simplement leur salaire. Et il est regrettable qu'ils ne s'acquittent même pas correctement du travail correspondant à ce salaire. Pire, ces braves camarades, ou messieurs, j'avoue ici franchement mon embarras, pour éviter que le travail, perçu comme une contrainte, ne finisse par leur inculquer une conscience professionnelle, ces braves ladriges vont trouver un abri inexpugnable dans la déchéance et l'activisme extrascolaire. Aujourd'hui, la désorganisation des cours est plus le fait des enseignants que celui de l'État.
La moindre occasion de manifestation, quelle qu'en soit la nature ou la durée, est prétexte irréfutable pour libérer les élèves, c'est-à-dire pour se libérer soi-même. Et l'on voit les récréations qui n'en finissent pas, les activités CDR étant évoquées à tout propos par ceux qui n'y prennent même pas part pour expliquer une fuite criminelle de responsabilité. Si l'on ajoute à cette déplorable situation l'affairisme et le laxisme qui se sont substitués avec un rare succès aux vertus théologales de l'enseignement, l'on comprend aisément le sens de la dégénérescence. Les aides alimentaires ont développé des vocations de gestionnaires chez certains. Après avoir enseigné aux élèves qu'il ne faut jamais voler et que l'honnêteté est la mère des vertus, des enseignants s'occupent des vivres de l'école qu'ils manipulent avec dextérité en les dirigeant vers leur cuisine familiale ou en les vendant pendant que la cantine scolaire sert aux enfants des mets peu appétissants. Les cotisations au profit de l'école sont utilisées à d'autres fins. Les mères de famille ont coutume d'entendre à midi les enfants dire avec beaucoup d'anxiété dans la gorge « Maman, le maître a dit d'amener 25 francs le soir, sinon on n'entre pas en classe. » Certains enseignants sont devenus de véritables hommes d'affaires, usuriers, possédant bars, buvettes, commerce de vivres, commerce de bois, etc. Les journaux envoyés gratuitement aux enfants, de même que certaines fournitures scolaires, se retrouvent en vente à nos fameuses librairies par terre. Les préparations de la classe sont bâclées ou simplement ignorées. Pour se donner le moins de travail, l'on réduit du simple au dixième le nombre des devoirs, les rares devoirs étant eux-mêmes corrigés à la hâte. Peu d'enseignants demandent conseils et suggestions à leurs collègues pour leur travail. Combien ne se sont-ils pas retrouvés le jour de l'inspection avec des leçons non préparées? Des institutrices sont souvent plus préoccupées par les comptes d'exploitation de leurs danis glacés ou de leurs lembourgis que par la préparation des cours et la correction des cahiers. Des pratiques immorales et indignes d'un formateur sont souvent rencontrées. Viol des élèves, avortements clandestins, etc. Des enseignants sont passés maîtres dans cet art. Et il leur est devenu objectivement difficile de jouer leur rôle premier. D'où les mesures administratives qui les ont frappés. Qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes, car ils sont responsables de leur forfait. Des enseignantes tombent amoureuses de leurs élèves, non d'un amour sain et admirable, mais plutôt de ces liaisons coupables à la lisière de la perversion. Le choc est dur pour les enfants qui, témoins, sont brutalisés, traumatisés. L'obstacle à la communication pédagogique est alors créé. Ces enseignants deviennent pratiquement inutiles. L'administration sévit, un torrent de larmes se déclenche. Quel dilemme! En début d'année, les places dans les établissements sont simplement vendues. Lorsque les élèves, par une élévation de leur sens moral et de leur niveau politique, tentent de dénoncer ces faits, les enseignants crient au scandale, déclarant que depuis qu'il y a les CDR dans les établissements, les professeurs ne sont plus respectés comme il se doit. Et ils s'emploient à faire taire les élèves à coups de mauvaises notes. Aujourd'hui encore, il existe, hélas, une catégorie d'enseignants irresponsables. C'est surtout eux qui sont à la base des échecs scolaires. Le plus grave est que leurs responsabilités sont voilées par le fait qu'ils ont réussi à transférer à d'autres enseignants des promotions entières d'enfants qu'ils ont mal instruits, mal formés, dévoyés sûrement. Les efforts titanesques des enseignants responsables qui tentent de sauver ces malheureux enfants arrivent trop tard, débouchent fatalement sur des échecs. Il n'y a plus que tristesse et abattement chez ceux dont la conscience est encore vivante. Agents cupides, ils ne doivent être perçus que comme des voleurs de l'État et des rongeurs et des déprédateurs,
de notre budget national. Ce sont de mauvais fonctionnaires. La première conférence des commissions du peuple chargées des secteurs ministériels, CCPM, les a dénoncés à Wayuvia. Il faut les combattre avec tous les raticides de la gamme des sanctions dont dispose notre fonction publique. Sur un plan social, ces paresseux ne sont rien d'autre que des parasites véhiculant en plus des nombreux vices de l'oisiveté. Il faut s'en méfier, il faut les détruire, sinon les fuir. Sur le plan de leur vie politique, ce sont des opportunistes, des imposteurs, des tartuffes. Ils ne croient plus au discours, ils ne croient pas plus au discours d'orientation politique qu'à une calebassée de dolo, un verre de bière ou de whisky, un mégot de cigarette, un bon d'essence. De tels enseignants développent toutes sortes d'ingéniosités et de stratagèmes pour éviter les inspections, les contrôles, les séances de recyclage. Certains vont jusqu'à l'intimidation politique, le trafic d'influence pour échapper à la rigueur de l'inspecteur. Mais ces inspecteurs eux-mêmes, les conseillers itinérants et tous les autres pédagogues, formateurs des formateurs, ont-ils toujours et tous pris leurs responsabilités au lieu de rôder autour du ministre de l'Éducation nationale pour obtenir un stage ou simplement jongler pour la reconnaissance d'une équivalence d'un diplôme scabreusement négocié? N'ont-ils pas généralement préféré les centres de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sans égard pour une couverture rationnelle des circonscriptions scolaires? N'ont-ils pas souvent fui la fermeté dans la formation des maîtres pour ne s'aliéner personne? Ils ont donc abattardi la noble mission de formateur des formateurs. Maintenant, de la responsabilité des parents d'élèves. Est-il besoin de rappeler la part de responsabilité d'un père et d'une mère dans l'éducation d'un enfant? Il s'agirait là d'un simple truisme, si tant il est vrai que l'enfant naît et se développe d'abord dans une famille et que celle-ci copartage son éducation avec toutes les autres institutions jusqu'à sa majorité. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Les parents ne s'occupent en général de la scolarité des enfants qu'à la rentrée pour leur trouver une place et au moment des résultats scolaires pour savoir si leurs enfants sont renvoyés ou pas de l'école. Entre les deux extrêmes, peu de parents s'intéressent réellement de savoir ce que fait l'enfant à l'école, si à la maison il revise ses leçons ou prépare ses devoirs, s'il comprend et suit les enseignements. Peut-il en être autrement si beaucoup de parents continuent de rentrer tard le soir au moment où l'enfant est déjà au lit pour repartir le matin après le départ des enfants pour l'école? L'éducation d'un enfant nécessite une collaboration étroite entre les parents et l'enseignant. Il n'est pas nécessaire d'être scolarisé soi-même pour stimuler un enfant, s'intéresser à son travail, l'encourager à réussir. Nous l'avons dit, les élèves sont trop nombreux dans les classes et il est difficile à émettre de les encadrer tous. C'est vrai. Ce sont donc les parents qui doivent apporter leur contribution pour que la tâche soit réalisable, obliger l'enfant à se pencher quotidiennement sur ses leçons. Les parents d'élèves, premiers responsables de l'éducation des enfants, affichent bien souvent des comportements purs d'inconscient. Beaucoup entretiennent des maîtresses et des foyers parallèles, soumettant femmes et enfants restés à la maison à une vie de misère morale et matérielle. Des enfants manquent du minimum pour aller à l'école: crayons, cahiers, livres, sacs, chaussures, alors qu'il n'est pas établi que leurs parents ne peuvent pas les leur procurer. En revanche, ces parents battent perpétuellement leurs enfants, exigeant d'eux le maximum dans leur travail en classe ou à la maison, sans leur donner le minimum pour ce faire. Pour beaucoup de parents, l'enfant, une fois à la maison, ne doit parler ni de livres, ni de cahiers. Ce sont les parents eux-mêmes qui le leur retirent pour ensuite leur confier des travaux pénibles, dépassant leurs capacités physiques. Après tout cela,
L'enfant s'endort, exténué, sans avoir appris ses leçons. S'en suivent les mauvaises notes, puis l'échec scolaire et au bout, la marginalisation sociale. On refuse aux enfants de vivre leur époque en les enfermant dans la maison, en leur refusant le temps du délassement. Pour nos parents d'élèves commerçants, les enfants sont vendeurs de boutiques, convoyeurs de véhicules à la place des personnes que les parents avares refusent d'embaucher, ce qui aurait permis à ces derniers d'avoir un salaire. Il est certes recommandé de faire travailler les enfants après les classes, mais des proportions devront être respectées. Cela ne devrait pas se faire au détriment du travail à l'école. Souvent, pour se donner bonne conscience, des parents d'élèves se retrouvent dans des associations. Si de telles organisations sont à saluer, il faut toutefois en déplorer l'inorganisation, l'immobilisme, l'inefficacité et l'inanité. Nous avons horreur des associations de parents d'élèves qui ne se manifestent qu'à l'occasion des anniversaires, des fins d'année, des fêtes, mais sans bilan. Toute association, pour être crédible, doit vivre pleinement et assumer ses responsabilités. Si l'association des parents d'élèves existe à cause des élèves, elle doit veiller à l'éducation de ces derniers. Qu'il s'agisse d'améliorer le cadre de vie des enfants en réalisant par-ci une clôture d'école, par-là des latrines, ou qu'il s'agisse d'aider à la qualité de l'enseignement en soutenant les bons enseignants, en exprimant au mauvais la juste réprobation et en exigeant des élèves le respect de leurs devoirs. De tels comportements courageux seront pour chacun de nous bien plus bénéfiques que les trafics d'influence, les manipulations des listes d'inscrits pour la rentrée et de candidats à repêcher de la part des dirigeants de ces associations de parents d'élèves, plus portés vers l'affairisme et un mal de pouvoir dynastique que de dévouement à la cause de tous. Voyons enfin la responsabilité des élèves. Si les élèves ont le droit de se plaindre de la mauvaise qualité de l'enseignement dispensé, ils doivent savoir qu'une grande part de la baisse de la qualité de l'enseignement leur revient également. Certains d'entre eux sont passés champions dans la pratique de l'école buissonnière, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Les leçons ne sont plus apprises, les devoirs ne sont plus exécutés, et parce qu'ils ont désormais le droit de s'exprimer à travers leur CDR, ils essaient souvent d'utiliser ce droit-là pour camoufler leur paresse. Ils se croient autorisés, sous ce couvert, à avoir des attitudes irrespectueuses vis-à-vis de leurs enseignants. Des élèves interpellés pendant les cours quittent les classes sans la permission de leurs professeurs. Les activités parascolaires prennent le pas sur les cours. Nos lycées et collèges sont souvent le théâtre des méfaits de l'alcool, de la cigarette et même de la drogue. Les robes prêtes à porter, les bijoux et grosses ceintures, les pantalons à pinces, la mode provocatrice, la bamboula hebdomadaire sont devenues les préoccupations principales des élèves au prix d'une prostitution occasionnelle qui tend à devenir un fléau dans nos villes. Que dire alors du sport que les élèves désertent par bandes entières, témoins les 3000 exemptés de sport aux épreuves du BPC de 1985. Que l'on ne s'étonne pas que nos enfants ne soient plus capables de soutenir le moindre effort physique. Les élèves se contentent d'être présents de temps en temps dans les classes. Ils n'ont plus le temps de se consacrer à leurs études et beaucoup comptent sur l'heure de la négociation avec les enseignants pour avoir les points nécessaires afin de passer en classe supérieure ou réussir un examen. À la maison, d'interminables séances pour ingurgiter du thé ou danser sans rythme à la faveur d'une lueur blafarde et complice dans l'ambiance d'une musique qui, pour être non conformiste, multiplie les décibels ou persiste dans l'anharmonie des tempos. Au mur, la large photo d'une vedette au regard éthéré, en fait, un délinquant produit par le show business du capitalisme immoral. C'est le début de l'idolâtrie. Par couple ou par groupe, des mineurs dans les bras de non-majeurs célèbrent une messe qui n'est que la compétition de qui défiera le plus les règles de retenue morale.
la société permissive prend ainsi naissance. L'irresponsabilité de demain s'incruste chez ces jeunes esprits. Les volutes d'une plante prétendue paradisiaque font le reste. Que pourra-t-on alors faire plus tard pour rectifier une telle inconduite chez ces futurs hommes quand ils entreront en production? Les avertissements, les blâmes, les suspensions, les dégagements, les licenciements n'y feront rien. Des inconscients sont nés, au vu eux aussi d'enseignants tolérants et lascifs, et les regards des missionnaires, de parents qui se vantent que leurs enfants soient si éveillés. Oui, éveillés, mais éveillés à la perdition. Si j'ai fait le tour des différents partenaires d'éducation, c'est pour permettre de comprendre que chacun à son niveau est également responsable de la mauvaise qualité de notre enseignement éducatif et de notre système d'école. Les parents, par leur égoïsme, leur indifférence, leur insouciance, les enseignants par leur paresse, leur inconscience et leur affairisme, les élèves par leur paresse, leur indiscipline, leur mauvaise conduite. Voilà décrit nos comportements inadmissibles. La qualité de notre système éducatif déterminera la valeur des hommes que nous mettrons demain au service de notre peuple. C'est pour cela qu'il est important et urgent que chacun de nous se ressaisisse. Que faut-il faire? Quels sont donc nos devoirs de responsabilité pour plus de qualité dans l'enseignement? Des devoirs attendent chacun de nous. Ils exigent de nous plus d'efforts, plus de sacrifices. Ils exigent de nous plus d'abnégation et de volonté de réussir. Ce que nous attendons des enseignants. Chaque enseignant devra se mettre à la hauteur de ce que les parents d'élèves et les élèves, en un mot, la société, sont en droit d'attendre de lui. Le laxisme, la paresse, l'affairisme, l'immoralité seront énergiquement combattus. Il importe pour l'enseignant que ses connaissances pédagogiques soient constamment remises à jour et que ses cours soient minutieusement préparés. Les documents pédagogiques qui sont élaborés à leur intention par les services techniques ne sont pas de trop. Chaque enseignant, partout où il se trouve, a l'obligation de chercher à se les procurer et à s'en inspirer dans son travail quotidien. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs sont appelés à déployer tous les moyens possibles pour l'encadrement des enseignants. Les moyens qui sont progressivement mis à leur disposition doivent y contribuer et doivent les arracher ainsi des tâches administratives. Nos pédagogues devront mettre un point d'honneur à mériter que leur service sorte la quintessence de la connaissance de l'école de l'enfant et des méthodes d'enseignement. Mais aussi devront-ils relever tous les défis de chez nous et hors de chez nous pour produire au profit de notre peuple le nec plus ultra de la projection de l'école de demain. Quant aux directeurs d'école, ils devront avoir le souci constant de faire de leurs établissements des cadres agréables de vie. Propreté et embellissement favorisent sûrement les œuvres de l'esprit et l'exercice physique contribue au développement harmonieux d'un corps sain. Au-delà de toute chose, c'est l'amour des enfants, lequel se confond avec l'amour du peuple, qui doit prédominer chez tous les enseignants. Quand il le faudra, nous sanctionnerons. Nous tiendrons désormais compte dans la notation et l'avancement des enseignants de leurs résultats aux examens scolaires. Les écoles ayant des résultats catastrophiques aux examens seront appelées à se justifier et les enseignants recevront, s'ils le méritent, des sanctions appropriées. Les conseillers et inspecteurs seront appelés à répondre des mauvaises prestations des enseignants puisqu'ils sont chargés de leur encadrement. De même, des distinctions aux yeux du peuple, félicitations, récompenses touchant à la carrière seront attribuées aux enseignants méritants compte tenu du rendement de leurs écoles. Chacun sera jugé désormais à la lumière des résultats obtenus et non plus uniquement sur la base d'un bulletin de notes superficiellement rempli et dont les appréciations ne correspondent généralement pas à la réalité de la pratique professionnelle. Les enseignants ne seront plus promus exclusivement
sur la base de diplômes qu'ils ont personnellement décrochés et pour la préparation desquels ils ont, dans bien des cas, sacrifié leurs élèves. Les parents d'élèves, les militants des CDR ont le devoir de dénoncer lors de leurs assemblées générales les enseignants grossièrement coupables et d'en rendre compte au ministère chargé de l'éducation et au secrétariat général national des CDR qui enquêteront et séviront. Les enseignants devront rappeler périodiquement aux parents leurs devoirs vis-à-vis des élèves. Lorsqu'un élève sera constamment sale, mal habillé, sans le minimum de fournitures, ne connaissant pas ses leçons et n'ayant pas fait ses devoirs, ses parents seront appelés à s'expliquer et à recevoir, s'ils le méritent, les sanctions appropriées par le truchement des institutions habilitées. Que doivent faire les parents d'élèves? Les parents ont le devoir d'assurer à leurs enfants l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, les fournitures scolaires indispensables. C'est leur premier devoir familial et leurs revenus doivent servir à cela avant toute autre chose. Nos enfants doivent être simples, mais propres et bien portants. De plus, les parents ont le devoir d'aimer leurs enfants et de les guider dans leur apprentissage de la vie. Il leur revient d'éveiller le sens civique de leurs enfants et de faire preuve de rigueur dans le suivi des enfants à la maison, leur donner l'amour du travail bien fait. Puisqu'il s'agit plus de former des hommes que de fabriquer des robots aptes à des fonctions précises, veillons à ce que l'enfant, dès aujourd'hui, apprenne et pratique la règle des règles, à savoir le respect de son peuple. C'est-à-dire le souci permanent d'être utile à soi-même en étant utile à toute la société. Lutter avec les masses pour avoir droit à célébrer les victoires avec elles. Vouer un respect sans borne à l'homme. Il faut savoir vivre chez nous, avec nous, pour nous. Et pour cela, nos enfants doivent vivre dans un climat familial sain, car c'est surtout l'exemple des parents qui éduquent. Des dispositions seront prises par les ministères concernés, Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche scientifique, Essor familial et de la solidarité nationale, Secrétariat général national des CDR, pour repérer dans nos écoles les enfants mal soignés et réaliser les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités des parents. Des parents verront venir à eux des agents de ces institutions pour s'enquérir des raisons de la mauvaise tenue de leurs enfants. Des sanctions disciplinaires et pécuniaires seront prises contre les parents insouciants et négligents pour rétablir les enfants dans leurs droits. Lorsque l'on prend la lourde responsabilité de mettre un enfant dans ce monde dont l'on connaît pourtant les exigences, l'on doit assumer son rôle jusqu'au bout. Nous ne permettrons plus que ceux qui s'enivrent d'alcool, s'empiffrent de bonnes choses et s'intoxiquent au tabac abandonnent des êtres fragiles et non responsables à la compassion des autres. Enfin, que doivent faire les enfants, les élèves? La révolution est avant tout discipline et travail. L'élève paresseux ou indiscipliné qui ne respecte ni ses professeurs, ni l'administration de l'établissement, ni le besoin de tranquillité des élèves studieux, qui arrive en retard, joue de ruse pour échapper aux cours, donne des signes de dépravation, n'est jamais à jour pour ses devoirs et ses leçons et a une moyenne lamentable en fin d'année, cet élève-là n'est pas un révolutionnaire. Il mérite d'être exclu des CDR. L'école ne saurait non plus le garder, tout au moins sans une rééducation appropriée. Il sera exigé désormais des délégués et militants CDR des établissements de grande qualité de travail, de discipline, de ponctualité, de respect de la hiérarchie. Un délégué CDR doit être un exemple à suivre au sein de son établissement. La formation politique et l'instruction vont de pair. Il est impossible de mener l'un au détriment de l'autre. Le délégué CDR qui n'est pas sérieux, appliqué et soigné au travail ne peut rien exiger de ses camarades
comme dévouement révolutionnaire. Celui qui bafoue l'autorité d'un enseignant servant correctement le peuple, celui-là ne peut obtenir à son tour de ses camarades la correction dans leur vie militante, ni le respect des principes tels le centralisme démocratique. Nos élèves doivent continuer et accentuer leur formation politique et idéologique au sein du mouvement des pionniers, au sein de leur CDR. Mais ce militantisme doit contribuer à renforcer leur ardeur au travail, à renforcer leur discipline au sein des établissements, sinon il n'aura pas atteint son objectif. Tous les élèves devront savoir qu'ils ont obligation de résultats et de bons résultats. Ils doivent mériter les sacrifices consentis pour eux par la société. Donner le bon exemple d'enfants travailleurs, patriotes, soucieux de son avenir. Il leur sera demandé plus de devoirs à réaliser en classe ou à emporter à la maison. Cela ne devra pas être confondu avec la pratique des pensums ou d'autres brimades inutiles, mais comme des exercices qui forgent la mémoire, le raisonnement et éduquent le futur travailleur. Ce ne sera point du goût de tous, je le sais, mais nous ne pouvons pas attendre que nos petits élèves deviennent des adultes, que, confrontés alors aux difficultés de la vie, ils regrettent leurs caprices d'aujourd'hui pour s'exclamer « Ah, si j'avais su !» Ils doivent être tous exemplaires par leur conduite, leur comportement à l'égard de leurs parents, enseignants et camarades. Ils doivent pratiquer la courtoisie, l'assistance aux autres, le goût de l'effort et de la saine émulation. Mais les élèves qui n'auront pas fourni de bons résultats, alors qu'ils en avaient les moyens, seront sanctionnés, tout comme les indisciplinés. Les vacances leur seront confisquées au profit des périodes de rattrapage, de production et de rééducation. L'enseignement de qualité est une nécessité vitale de la révolution démocratique et populaire. Pour nous, éduquer un enfant sous la RDP, c'est le former, le rendre utile à lui-même, à la société, c'est-à-dire l'aider à s'adapter, à se transformer, à s'améliorer au contact des situations nouvelles voulues ou imposées. C'est l'amener à savoir apporter sa contribution de travailleur conscient, capable de juger et d'agir, de s'engager et de participer à la construction nationale avec le peuple. Éduquer un enfant sous la RDP, c'est former un partisan du peuple doté d'un sens de patriotisme, de civisme et de bonne moralité, prêt et apte pour accomplir les tâches qui concourent au bonheur du peuple. C'est former un homme conscient des responsabilités qui l'attendent, un formateur, un agent de développement. L'éducation s'intéresse donc à l'enfant dans toute sa dimension physique, affective et intellectuelle. L'action éducative est permanente et le séjour à l'école n'en est qu'une séquence, mais une séquence très importante. L'école doit certes apprendre à lire, à écrire, mais l'école doit surtout apprendre à l'enfant à compter, non pas compter ses doigts en rêvant, mais compter sur ses propres forces. Mettre un enfant à l'école, c'est donc investir. C'est un investissement en argent, en temps et en espoir. Et comme tel, il doit être rentabilisé. L'échec n'est pas permis. Et s'il se réalisait après un investissement de 20 milliards de francs environ, nous aurons failli à notre devoir vis-à-vis des 80% des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et aussi vis-à-vis des 20% d'enfants privilégiés immolés sur l'autel de notre démission et de notre irresponsabilité. Nous apprécierons la rentabilité de notre système non pas par les résultats d'une sélection à outrance, mais par les fruits d'une formation complète de l'enfant telle que nous la souhaitons dans notre éducation. La qualité du niveau que nous recherchons ne saurait être le fait d'une forte sélection. Tout en combattant l'enseignement au rabais, nous combattrons l'élitisme, solution de facilité et d'injustice qui nous ôterait le droit de nous dire serviteurs du peuple. Les sanctions que nous infligerons n'auront pas pour but de condamner les fautifs à ne plus pouvoir se rattraper